beaucoup Saskia d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Just Getting Started. Si tu peux peut-être commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Virgile. Avec plaisir, trop contente d'être là. Moi je suis Saskia, j'ai 35 ans, je suis la cofondatrice de Virgile. Là on est chez Virgile et nous notre métier c'est l'accès à la propriété des jeunes actifs. Donc Virgile ça a 4 ans, ça fait 4 ans qu'on accompagne des centaines de jeunes actifs à devenir propriétaires. Pourquoi en fait devenir propriétaire? Parce que c'est le chemin le plus rapide vers l'indépendance financière et c'est super important. En tant que non propriétaire, je valide ce message. Ok, super intéressant. Et comment tu as eu un peu l'idée au départ de Virgile? En fait, ça a découlé de quelque chose de très simple. Donc, j'ai monté Virgile avec Kevin, mon associé. On avait déjà lancé ensemble une précédente boîte, One Fine Stay. Et chez One Fine Stay, on était des hordes d'équipes entre 25 et 35 ans, avec à peu près les mêmes parcours, à peu près les mêmes salaires. Et on était sur une pente ascendante de carrière. Pourtant, on voyait qu'il y avait un énorme fossé qui séparait en fait ceux qui allaient passer le rite de passage de devenir propriétaire des autres, et que ce qui générait en fait ce fossé-là, c'était est-ce que tes parents ont déjà du capital, est-ce qu'ils vont te fournir cet apport qui te permet de devenir propriétaire? Et en fait, simplement sur l'argent de tes parents, toi, tu allais pouvoir devenir propriétaire ou pas. Et le truc, c'est que en fait, le fait de rester locataire, ça a un impact financier désastreux sur ta vie. En fait, tu as 40% de ton revenu qui part dans ton loyer, qui ne va du coup pas directement à toi-même. Et si tu regardes en fait à 10 ans, en fait, c'est 500 000 balles. Donc clairement, en termes de trajectoire financière, c'est énorme. Et donc on s'est dit, c'est quoi le truc aujourd'hui, le plus gros obstacle en fait de cette génération? C'est un peu l'argent et non pas l'argent pour l'argent, parce que ça nous intéresse pas. Pour nous, l'argent, c'est un proxy pour liberté. Et donc, de se dire, aujourd'hui, le plus gros obstacle, c'est le loyer. Comment on sort, en fait, cette génération-là du piège du loyer en les aidant à devenir propriétaires? Et comment tu le fais? En leur apportant le capital qui leur manque. Ok. Et donc, vous co-achetez les biens avec la personne? Exactement. Et donc, on fait un co-investissement. Donc, on va compléter ou se substituer à un apport familial le plus souvent, ou compléter, en fait, tes économies patiemment accumulées jusqu'à 100 000 euros. On va venir compléter le financement bancaire. Donc, tu vas toujours aller chercher ton prêt. Le meilleur truc, en fait, dans le fait de devenir propriétaire, c'est que tu te fais un effet de levier sur toi-même. Et donc, c'est super important de se dire, je suis un jeune, je suis au début de ma vie, je peux aller faire jouer cet effet de levier au maximum, mais si j'ai pas en fait l'apport nécessaire, je vais soit pas pouvoir acheter, soit acheter trop petit, trop moche, trop loin. Et c'est un des facteurs qui font qu'aujourd'hui les gens restent locataires, c'est qu'ils disent ouais, je peux acheter, mais en fait c'est si petit, je veux pas vivre là-dedans. Ouais, bien sûr. Et donc nous, on va vraiment les aider à passer ce cap-là, acheter l'appartement qui leur convient vraiment, parce qu'ils vont avoir cette rallonge financière jusqu'à 100 000 euros. Ok, super clair. Et du coup, le modèle qui est super innovant, est-ce que vous l'avez vraiment créé de toutes pièces, ou est-ce que vous êtes inspiré de peut-être d'autres choses qui avaient été faites à l'international? En fait, quand tu regardes le problème de l'accès au logement des jeunes actifs, c'est un problème qui irrigue aujourd'hui à peu près toutes les grandes sociétés modernes capitalistes, avec en fait des villes très concentrées en termes de marché du travail et un marché immobilier qui ne fait que en fait gonfler. Si tu regardes Paris, les prix de l'immobilier, ils ont été multipliés par 10 en 40 ans, par 10 en fait. Genre, les salaires, ils n'ont pas été multipliés par 10. Et ça concerne pas du tout que Paris. T'as ça aux États-Unis, t'as ça à Londres, avec 10 ans d'avance sur nous. Donc t'as plein d'endroits où les gens ont essayé de répondre au problème. Le truc, c'est que c'est hyper spécifique au système bancaire, au système juridique. Donc, en fait, t'avais des débuts de réponses qui commençaient à être apportés, mais qui correspondaient pas du tout au modèle français, et qui faisait qu'il y avait absolument rien, en fait, sur le marché français sur ce sujet-là. Et si tu réfléchis au modèle qui nous a inspirés, en fait, finalement, c'est presque, comment faire un LBO sur toi-même, quoi. Et donc, c'est comme du financement des entreprises. Tu vas investir aux côtés des entreprises pour leur permettre de se développer, et tu vas prendre une petite part en fait dans leur réussite. En fait, nous on fait la même chose auprès des jeunes actifs. On investit à leur côté dans leur résidence principale, et du coup en fait notre rémunération c'est de détenir une part de leur résidence principale et de se rémunérer dessus à la revente. Donc un peu comme en fait de l'investissement en capital auprès des entreprises, sauf que cette fois-ci c'est auprès de jeunes actifs. Ok.
Donc c'est un modèle qui est super long terme du coup, parce que vous touchez des revenus que à la revente du bien. C'est un modèle qui est long terme. Après, nos clients, ils ont en moyenne une trentaine d'années. C'est des primo, secondo, accédants. Donc généralement, en fait, la moyenne de revente, c'est autour de 5 ans. Okay. Ça commence à 3 ans. Et puis tu vas avoir des gens qui vont rester jusqu'à 10 ans. C'est un maximum de 10 ans. Okay. Et en réalité, c'est long terme dans le sens où on touche des revenus à ce moment-là, mais on touche aussi des revenus au moment où on les accompagne, puisque en fait, on va s'occuper de tout le parcours d'achat. Et donc, il y a vraiment, aujourd'hui, il y a un problème d'accès au capital, mais il y a un problème réellement aussi de parcours. Quand tu deviens propriétaire, c'est fou de penser que c'est le truc financier le plus important de ta vie. Mais en fait, il y a personne pour t'aider. T'es hyper seul. Ça ressemble au parcours du combattant. Ouais. Et en fait, quand t'achètes avec Virgile, tu vas avoir, t'as croisé l'équipe tout à l'heure, mais tu vas avoir un spécialiste qui va être là pour t'aider en fait tout au long du chemin, à partir de ta première simulation jusqu'à la remise des clés. Et ça veut dire que il va t'aider à avoir un bon dossier. Un dossier gagnant, qui est super important, la bonne simulation, le bon budget, à convaincre les vendeurs que c'est toi le bon dossier, avoir ton offre au-dessus de la pile. Il va s'occuper de tout ton financement bancaire, il va s'assurer que tu achètes au bon prix, ça c'est super important, c'est qu'on valide le prix de l'appart, on valide qu'il n'y a pas de risque structurel sur l'appart. On t'accompagne dans les démarches notariales, on est vraiment là en fait jusqu'au bout. Et cette partie-là en fait d'accompagnement, elle est aussi en fait un service sur lequel on nous rémunère, ce qui fait qu'en fait on est aussi rémunéré à l'entrée. Ok. Hyper intéressant. Cool, donc ouais, bon, ça c'était un peu pour toute la partie idéation et du coup le plus propre business même de Virgile. Maintenant, si on peut revenir peut-être au sujet un peu méta, donc tu disais que vous avez fondé One Fine Stay ensemble avant avec Kevin. Alors Kevin c'était un des cofondateurs et moi j'étais une des premières salariées. Ok. Et donc vous aviez bossé ensemble, du coup, pourquoi est-ce que toi, en sortant de l'ESSEC, tu as fait le choix de pas tout de suite aller vers l'entrepreneuriat? Enfin, quel a été ton chemin un peu vers tout ça? En fait, moi, je suis sortie de l'ESSEC en 2013. En 2013, c'était il y a longtemps, ça me rajeunit pas. C'était pas hyper à la mode, le monde des startups. C'était pas... Enfin, en fait, moi, quand j'ai... Oui, tu savais pas forcément que tu allais te diriger dans cette... En fait, moi, j'ai commencé... Donc, avant l'ESSEC, j'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, je me suis rendu compte que je voulais servir l'intérêt général. Ça a toujours été mon sujet. Sauf que je me destinais pas du tout à une carrière administrative. Je voulais pas aller faire l'ENA. Enfin, ça me semblait trop rigide. C'est pour ça que je suis allée à l'ESSEC. En sortant de l'ESSEC, je savais toujours pas du tout ce que j'allais faire. Donc j'ai pensé que je voulais faire du marketing. Je raconte ça pour que les gens qui sortent de l'ESSEC... Message encourageant pour... Je raconte ça pour que les gens qui sortent en ne sachant absolument pas ce qu'ils vont faire ne sont pas seuls. Ne s'angoissent pas en fait parce que c'est pas grave. Et en fait, j'ai testé le marketing, je suis allée dans des grands groupes, j'ai bossé chez L'Oréal. Je trouvais ça intéressant et sympa, mais un peu limité. Comme souvent et comme parfois moi je le recommande, ce qui m'a fait bouger vers l'entrepreneuriat ou un parcours très entrepreneurial, c'est les gens. En fait, moi j'avais envie de bosser avec des gens super smart, super intéressants, super drivés, qui avaient envie de changer les choses. Et je n'avais pas du tout conscience de l'existence d'un milieu extrêmement entrepreneurial. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et en fait, c'est en rencontrant ces gens-là qui avaient commencé à lancer One Fine Stay d'abord à Londres puis à Paris que je me suis rendu compte que en fait, il y avait des gens géniaux avec qui bosser, hyper drivés, et que moi j'avais envie de faire partie de ça. Ouais, je comprends. Donc, les gens, c'est une bonne boussole. Ouais, donc t'as découvert de l'entrepreneuriat par des entrepreneurs finalement. Exactement. Et donc à partir de là, quand vous avez quitté One Fine Stay, c'était la fin de One Fine Stay ou vous êtes parti avant la fin pour créer Virgile? Comment... Alors, donc One Fine Stay, quand moi je suis arrivée donc à Paris, on était 5. Donc on est passé à une petite cinquantaine à Paris, 700 dans le monde. On était à Londres, à New York, à Los Angeles, à Paris, à Rome, plein d'endroits. Entre-temps, on s'est fait racheter par un grand groupe, Accor, pour 150 millions d'euros. À l'époque, c'était un très très beau rachat. Encore maintenant. Voilà, encore maintenant. Et sauf que c'est pas la même chose en fait. Tu travailles pas dans une structure comme One Fine Stay de la même façon que tu travailles dans un grand groupe. Donc il était temps pour nous d'aller voguer vers d'autres aventures. Et à ce moment-là, on s'est vraiment posé la question de ok, en fait, moi c'était finalement ma plus grande expérience professionnelle. Kevin, il avait déjà en fait un background derrière où il avait déjà en fait développé un fonds d'investissement pendant une dizaine d'années. Et il y avait un peu ce truc de se dire, en fait, c'est quoi le truc
qu'on a envie de faire pour les 10, 20, 30 prochaines années de Ouais, nos bien sûr. vies. On vient de vivre une aventure professionnelle extrêmement enrichissante, mais peut-être qu'il manquait quelque chose. Comment on fait pour reprendre tout ce qui était extraordinaire là-dedans, mais le mettre vraiment en alignement avec ce qui est important pour nous? Et ce qui était important pour nous, c'était de se dire, on va résoudre un vrai problème de société, un vrai problème ambitieux. On va faire quelque chose où on se dit, on est super fiers tous les matins de se dire, waouh, on contribue à régler ce problème, et on fait quelque chose. Alors la notion de sens, c'est un peu galvaudé, mais on se dit en fait, c'est quelque chose qui, par essence, va être difficile, et on a envie de se donner à fond pendant longtemps. Ok, super intéressant. Et juste d'un point de vue timing, entre le moment où vous avez l'idée, où vous quittez One Fine Stay pour lancer Virgile, enfin comment est-ce que tout ça s'est articulé? Vous aviez déjà, et vous saviez que vous vouliez le faire tous les deux? On savait qu'on voulait monter une boîte ensemble. Ok. Après 5 ans d'une boîte aussi intense que celle qu'on avait fait avant, il y a besoin de prendre quelques mois Ouais, de j'imagine. recul. Ce qu'on a fait avant de se relancer pour en fait simplement décider de ce qu'on allait faire, puisque on savait dans les grandes lignes quelles étaient les valeurs qui nous animaient, Ok. mais on n'avait pas du tout encore décidé. Ok. Et c'est aussi ça, je pense que c'est important de le partager. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent ah bah j'ai envie de monter une boîte, mais je sais pas quoi, et donc j'y vais pas, parce que tant que j'ai pas l'idée, je vais pas pouvoir y aller. Ouais. En réalité, une idée, c'est penser très intensivement à quelque chose. Ouais, ça fait partie du travail de la boîte en fait, du Exactement. début. Ouais. Et donc ce travail d'itération, il est long, il est intense. Nous, on s'est mis quelques mois, 2 je crois, vraiment. Enfin, toute la journée, on faisait que ça, sur se dire, ok, on part de quelques grands principes, on identifie vraiment le problème et on itère. Ok. Et comment vous avez mis sur pied, du coup, peut-être si tu peux parler de votre MVP au début, enfin à quoi ça ressemblait, enfin comment vous êtes allé un peu. C'est intéressant parce que nous, au final, on est une boîte qui accompagne les gens dans vraiment le moment financier le plus important de leur vie. Donc, on a, je dirais, dès le départ, une obligation d'excellence. Ouais, c'est sûr. Donc la notion de MVP s'applique pas forcément. On est en plus dans des industries qui sont régulées. En fait, en gros, on n'est pas là pour plaisanter. On peut pas trop se dire genre rate et puis on essaye, on essaye et on itère. Donc le MVP, c'était plutôt de se dire en fait, est-ce que parce qu'on fait quelque chose de terriblement innovant en soi, est-ce que si on dessine le produit tel qu'on l'a en tête, la solution telle qu'on l'a en tête, en fait, elle marche en pratique, et ça met longtemps, et surtout, est-ce qu'elle reçoit de l'appétence? Donc, en réalité, on a passé pas mal de temps à se dire, ok, qu'est-ce qui nous semble réalisable en pratique? On commence à mettre en place les choses pour, donc en fait, à discuter avec tous nos partenaires juridiques, financiers, pour arriver à voir si quelque chose est envisageable, parce qu'en fait, il y a vraiment la construction du produit lui-même. Et de l'autre côté, moi, j'ai envoyé une centaine d'emails à en fait plein de gens de mon âge. À cette époque, j'avais du coup une trentaine d'années, en disant je suis pile dans la cible en fait. À ce moment-là, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on construit. On va vous aider à sortir de en fait ce piège énorme qu'est le loyer. Voilà comment ça va se passer. Si ça vous dit, on prend un café. Et en fait, j'ai eu un nombre de réponses hyper fortes suite à ça. On s'est dit bon, en fait, l'appétence, elle est réelle. Le produit, il semble pouvoir se construire. Il est complexe, mais je dirais que c'est ça l'étape 1. Après, entre cette étape-là et en fait ton premier acquéreur qui devient effectivement propriétaire avec ta solution, il y a un temps assez large parce qu'effectivement t'as pas de MVP, t'as pas un moment où tu dis genre super, je vais foutre l'acquisition parce que j'ai envie de tester. Et combien de temps justement entre le lancement de la boîte et ce premier acquéreur? Longtemps, beaucoup de temps en sous-marin. On a mis beaucoup de temps à bosser. Et donc quoi, 1 an, 2 ans Ouais, une bonne année et demie, je pense. Ok. Ouais, donc c'est. Ouais, longtemps. Ouais, super intéressant. Et d'un point de vue du coup financement, parce que c'est un gros volet, j'imagine, pour votre projet, à la fois parce que c'est votre cœur de métier et en plus vous, comment vous financez l'entreprise derrière. Est-ce que ça a été simple de convaincre des investisseurs sur ce modèle? J'imagine que votre expérience a dû beaucoup jouer en votre faveur par rapport à des primo-entrepreneurs, mais comment est-ce que vous avez mis ça en place?
On a eu la chance effectivement d'arriver en fait d'un historique où on avait à la fois pas mal levé des fonds et puis on avait aussi fait une belle revente. Donc OnePassday c'était une belle boîte opérationnelle. Donc on avait un peu cet historique-là qui aidait pas mal. Et puis surtout on s'attaquait à un problème où les gens voyaient qu'il y avait vraiment une sorte d'urgence. Hein. Là, on s'en parle, il vient d'avoir plein d'annonces gouvernementales sur le sujet. Le sentiment d'urgence n'a fait que s'amplifier en fait depuis qu'on a lancé Virgile. Mais déjà à l'époque, les gens se rendaient compte que c'était un problème. Il n'y avait aucune solution crédible sur le marché pour la lancer. Donc c'était un peu, un bon proxy pour une bonne idée, c'est est-ce que c'est une idée dont le temps est venu. Et il y avait un peu cette rencontre-là de, en fait, il y a un problème énorme, on a une façon assez innovante de le résoudre. On a par ailleurs en fait des expertises et des historiques qui en fait se rejoignent pas mal pour régler ce problème-là. Parce que qu'est-ce que les fonds ils regardent aussi pour investir, hein. Ils regardent ton background, mais en te disant est-ce que ils ont effectivement déjà une expérience entrepreneuriale ou pas, mais ils regardent aussi en fait c'est quoi ta sensibilité, c'est quoi par rapport au sujet que tu vas aborder. Ils vont regarder si ton expertise elle match le marché que tu attaques. Et il se trouve que ce qu'on fait c'est à la fois extrêmement B2C, hein, on va vraiment parler à des acquéreurs qui sont des jeunes actifs qui vont venir nous voir en direct. C'est beaucoup ce qu'on avait fait chez OnePassday. Et puis c'est aussi effectivement quelque chose qui demande une très très forte expertise financière, juridique, technique. Et ça c'est un background qu'on avait à la fois acquis chez OnePassday, mais aussi quelque chose que Kevin avait développé pendant 10 ans avant. Et donc ils vont regarder effectivement à quel point en fait ton historique est compatible avec ce que tu regardes. Et c'est la réunion de tout ça qui fait qu'on a pu lever des fonds. Mais effectivement c'était plus facile que pour des tout primo-entrepreneurs. Très intéressant. Et du coup, cette articulation entre vous deux, donc toi qui avais un cofondateur plus expérimenté, comment est-ce que vous êtes un peu répartis les rôles? Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle? En fait, il y a l'histoire que tu racontes et puis l'histoire réelle. L'histoire que tu racontes souvent au début, c'est beaucoup. Moi je fais ça, lui il fait ça. Voilà comment c'est réparti les rôles. La réalité en fait d'une boîte au début, c'est il y a tellement de trucs à faire et en fait tu fais tout. Tu fais tout le temps. Et c'est pas un discours, je trouve, qui est énormément mis en valeur. On a souvent tendance à dire faut que les rôles soient bien définis, en fait, pour que les choses se passent bien. Moi, je crois assez peu à ça dans les débuts d'une boîte. Je pense que, surtout sur des modèles complexes, en fait, il faut quand même après comprendre ce qui se passe sur toute ta chaîne de valeur. Et forcément, en fait, quand tu grandis, ensuite tu te spécialises et de toute façon, en fait, il faut que en fait, les équipes elles prennent leurs autonomies, donc tu peux pas avoir tout le monde sur tout en même temps. La réalité, c'est qu'au début, en fait, juste t'as un paquet comme ça de trucs à franchir. Et t'es obligé d'être un couteau suisse. Tu fais tout en fait. Donc tu te répartis un peu au fur et à mesure en disant ça je prends, ça tu prends, ça on fait ensemble, ça c'est ça on fait pas. Et t'es un peu fluide par rapport à ça quoi. Ok, très intéressant. Et d'un point de vue plus toi perso Saskia, est-ce que tu penses que ton expérience, du coup l'expérience chez OneFineStay et même tes expériences en corporate avant, j'imagine elles ont une grande influence sur comment tu travailles aujourd'hui. Est-ce que, en regardant en arrière, tu te dis j'aurais pas pu créer ma boîte sans avoir fait ça. Comment est-ce que tu valorises un peu cette expérience là dans ton quotidien aujourd'hui C'est intéressant. Je te dis ça parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont moi j'aimerais bien entreprendre, mais c'est vrai que je vais aller bosser peut-être avant dans une plus grosse boîte avant de me lancer. Quel est toi ton rapport à ça vu que... Je pense qu'il n'y a pas de recette qu'il faut s'écouter. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais il n'y a pas vraiment de recette prédéterminée. Si tu te sens pas prêt parce que tu te dis vraiment que tu as des choses à apprendre encore et que c'est pas le moment, c'est peut-être que t'es pas prêt et que tu as des choses à apprendre. Bien sûr, et c'est important en fait c'est tellement exigeant quand même de monter une boîte que quand tu le fais, il faut se dire que c'est vraiment ce que tu as envie de faire maintenant et que t'es prêt même si t'es jamais prêt, mais tu te dis pas en fait peut-être que j'aurais préféré aller faire du conseil et ce qui est très valorisant et valorisable aussi. Donc c'est plutôt c'est comme je sais plus quel est l'auteur qui dit ça, mais qui dit en fait vouloir être écrivain, c'est pas vouloir avoir envie d'écrire, c'est en fait se dire que
tu vas pas supporter le restant de tes jours si tu n'es pas en train d'écrire, quoi. Okay, ouais. Et il y avait un peu ça, c'est moi j'étais là, mais en fait j'ai vraiment très envie d'y aller, quoi. Tu vas pas supporter le restant de tes jours si tu n'entreprends pas. En tout cas, tu vois, je me disais en termes de prise de risque et en termes d'envie, c'est un peu maintenant parce que alors, tu peux aussi entreprendre beaucoup plus tard, mais je me dis en fait la prise de risque elle est hyper faible. En fait, plus t'es tôt, moins la prise de risque elle est importante. Et il y a un peu ce côté, en fait, je sens que c'est maintenant, j'y vais. Mais je pense qu'il faut pas trop se poser 1000 questions. Il n'y a pas de recette préexistante, il n'y a pas de parcours prédéfini, il n'y a pas, il faut avoir fait du conseil, du VC, de l'opérationnel avant de monter sa boîte. Je pense que c'est pas mal d'avoir vu comment une boîte fonctionne dans l'absolu pour comprendre 2-3 trucs, mais ça peut être n'importe quel type de boîte ça peut être 6 mois, 1 an. En réalité, il n'y a pas de règle, quoi. Ok, génial. Et une autre question qu'on aime bien poser, c'est le rapport un peu d'un entrepreneur à son intuition versus plus écouter intuition versus faire ce qu'on doit faire. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a des moments où tout t'amenait à faire quelque chose et tu as eu l'intuition de faire quelque chose peut-être de manière différente? Est-ce que ça t'évoque des moments peut-être de tes 2 boîtes Ouais, totalement, mais après, pareil, c'est aussi une question de personnalité. Il y a un truc qui dit l'intuition, c'est l'expérience qui rentre. Je crois pas que l'intuition, ça soit des espèces de fulgurances géniales de gens qui, d'un coup, en fait, se disent genre, ah, je l'ai. C'est en fait tout un... C'est du machine learning. Mais exactement, c'est un faisceau de signaux, en fait, auxquels on nous apprend pas assez à être sensible. Il y a une tentation très forte, en fait, à la rationalité qui nous est enseignée, en fait, à travers toute notre éducation, de, en fait, penser des premiers principes, se dire toujours, ok, je rationalise et ça. C'est super, ça a de la valeur. Je pense que quand tu as une intuition forte sur quelque chose, il faut toujours la confronter à ses premiers principes et à se dire, ok. Mais souvent, l'intuition, c'est la petite voix, en fait, qui te dit, genre, ça a l'air bien, là, tout ça sur le papier, mais en réalité, il y a un truc qui cloche et probablement, je l'ai pas vu. Donc, je pense pas du tout à l'instinct génial qu'il faut juste écouter sans jamais se poser de questions. Mais en fait, c'est souvent la petite voix d'alerte qui dit qu'il y a un truc qui est pas aligné ou qui va pas là où ça devrait être. Il y en a notamment une qui est hyper importante dans le fait de monter une boîte, c'est... pareil, j'ai des trucs qui me reviennent assez souvent, mais tu vois, le truc sur quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu l'utilises vachement en recrutement. Et en fait, tu vois, nous, dans nos processus de recrutement, mais dès le début, très très tôt, on l'a mis en place en se disant, en fait, il faut qu'il y ait une sorte d'unanimité totale sur en fait, un candidat pour qu'il nous rejoigne. Pour se dire, en fait, en fait, on construit quelque chose dont on espère qu'il va être extraordinaire, donc on ne veut que travailler avec des gens dont on se dit j'ai très envie qu'ils soient à bord, et si tu as le moindre doute là-dessus, en fait c'est qu'il n'y a pas de doute à avoir, c'est que c'est non. Exactement. Et des rares fois où on n'a pas écouté cette petite voix, ça nous a servi de leçon parce que ça n'a pas fonctionné. Donc en fait c'est un truc, tu le sais, tu te le répètes, tu le fais une fois, tu te trompes, tu te dis bon en fait. Non, c'est sûr. Ok, super intéressant. Et un autre point qui est intéressant, surtout souvent abordé, c'est l'aspect plus des difficultés. Enfin, souvent, on édulcore un peu le discours dans les médias et tout ça. Toi, est-ce qu'il y a eu vous avez eu des grosses difficultés sur Virgile ou même One Fine Stay avant? Si tu peux raconter peut-être un épisode de galère et comment vous êtes sortis. Franchement, il y en a plein en fait. Tu vois, c'est ça. Je trouve que le discours, c'est un peu justement plus équilibré peut-être cette dernière année où les gens sont peut-être un peu moins dans le genre c'est génial, tout marche. c'est génial, tous les matins, c'est trop bien. Il faut quand même le rappeler aux gens qui aspirent à être entrepreneurs. C'est dur. Non, mais c'est hyper dur. Enfin, tu te remets en question tout le temps, t'apprends tout le temps, tu fais des trucs que tu sais pas faire. Il y a des moments où en fait t'as construit un truc pendant des mois et en fait tu te rends compte que ça s'écroule ou que ça marche pas. Donc c'est accepter aussi une part d'échec très importante dans ce que tu fais. Et c'est intéressant, on en parlait avec quelqu'un de l'équipe hier qui aspire à monter sa boîte un jour. Et t'as 2 qualités en fait pour moi très très fortes qui sont importantes à avoir ou en tout cas à développer quand tu veux devenir entrepreneur. C'est un bon entrepreneur, il a 2 choses. Il a
une paranoïa totale sur Ok. tout ce qui pourrait aller mal, Ouais. et sur tout ce qui va aller mal, Mm. et en même temps un optimisme forcené. Mm. Ça veut dire que tu vois les difficultés, tu les vois Ouais. toutes, t'en vois beaucoup plus Que ce qu'il y en a vraiment. tu dis genre, la montagne elle est énorme, mais en même temps tu dis genre, oh. C'est hyper paradoxal, mais ça veut dire qu'effectivement tu surmontes un amas de difficultés quotidiennes super fortes. Je t'en partage pas en particulier parce que j'en ai beaucoup. Ouais. Mais ouais, enfin. Tu vois, rien que de raconter que tu vois, on a mis 1 an et demi avant de commencer tu vois, à opérer. J'imagine qu'il y a eu des moments de doute dans ce laps de temps. Tu te dis, genre, génial, en fait, genre, moi j'ai un produit, je suis sûre que genre, vraiment il va marcher, sauf que la mise en place technique elle est super dure, la mise en place en fait, financière elle est pas simple non plus. En fait, pour que tout ça fonctionne, faut travailler avec des partenaires, des gros institutionnels, donc en fait, faut créer la confiance, créer le mouvement, c'est des choses qui prennent du temps. Ça va toujours beaucoup plus lentement au début que ce qu'on pense, soi-même en tant qu'entrepreneur, et surtout que ce que l'entourage, qui n'est pas forcément toujours entrepreneurial, pense. Donc il y a ce moment toujours un peu gênant où les gens disent « ça va ton projet ?» C'est pas un projet, c'est une boîte. Et oui, ça avance. Moi j'ai l'impression que les journées sont très longues, et t'as l'impression que ça avance à tout petit pas, et pour autant en fait tu vas très 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 vite. Donc c'est accepter aussi une temporalité qui est un peu différente. Ouais, non, c'est sûr. S'il y a un peu avec toute ton expérience là que t'as acquis à la fois dans l'entrepreneuriat et avant, s'il y a un peu des conseils que tu donnerais à des jeunes étudiants ou jeunes sortis d'école qui ont un peu cette fibre entrepreneuriale, cette sensibilité, pardon. Quels conseils tu partagerais avec eux? De effectivement se concentrer pas mal sur les gens. La réalité, c'est que je pense que tu as des très bons solo-entrepreneurs, hein, même quand ils sont solo-entrepreneurs, tu fais jamais rien tout seul. Et donc, en fait, faut avoir un écosystème de gens avec qui, en fait, tu bosses super bien, des partenaires de confiance. Et donc, au-delà de la qualité de ton produit, la qualité de ta solution, la qualité de ta réflexion, la façon dont tu vas t'entourer va énormément jouer. Moi, je crois souvent que c'est d'abord l'association, ou c'est d'abord en fait, un peu de réfléchir avec qui tu veux bosser, qui définit aussi un peu comment tu vas bosser, ce que tu vas faire. Donc bien s'entourer, bien penser pourquoi en fait tu veux entreprendre, parce que c'est hyper sexy aujourd'hui de monter une boîte, cette sorte de mythologie en fait de l'entrepreneur, mais qu'est-ce qui fait en fait que c'est vraiment important pour toi? Parce que moi je crois pas du tout que ce soit le seul chemin vers le bonheur. Je pense qu'il y a aussi plein de façons d'être entrepreneurial sans être en train de monter sa boîte. Il y a plein de boîtes très entrepreneuriales au sein desquelles tu peux être toi-même entrepreneur de ce que tu fais. Et donc, Virgile par exemple. Virgile par exemple, on recrute. Ça dit en passant. N'hésitez pas, on recrute. Et on a plein d'essais. Et c'est des super profils, à la fois assez polyvalents et puis effectivement assez capable d'initiative. Nous on a une valeur, c'est vraiment quand t'es chez Virgile en fait t'es honneur, en gros t'es capitaine de ton projet quoi. Et donc il y a vraiment ce truc de se dire t'es pas en fait là en disant genre j'ai une tâche à exécuter quoi. C'est ok en fait genre qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte, qu'est-ce qui est le mieux pour cet objectif, comment je le fais et comment je mets les moyens derrière. Ouais, tout ça pour dire sur les gens qui se posent des questions, les gens, le pourquoi. Et pas non plus on en revient au sujet de l'intuition, pas overthink, parfois en fait juste se laisser porter par le flow. Faut être ambitieux pour son projet et ambitieux pour soi-même, mais ça veut pas dire en fait avoir un plan parfaitement contrôlé et parfaitement écrit, parce que de toute façon, en fait, il ne se passera pas. Super intéressant. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, Virgile recrute à bon entendeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci.